Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Et qui dit intelligence artificielle dans l'automobile dit voiture qui se meut toute seule puisqu'elle est intelligente. Et du coup, on oublie le mot artificiel. On va en parler avec nos invités. Paul Schimmerling, bonjour, du SIA, la Société des ingénieurs automobiles, c'est bien cela. Ronan Bars, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Eurodécision. Et bonjour à Philippe Reynaud. Bonjour. Responsable fiabilité véhicule autonome chez Renault. Alors, où est-ce qu'on en est ? J'allais dire de cette foutue voiture autonome, pardonnez-moi, c'est un peu familier, mais j'ai l'impression que ces temps-ci, on en parle un peu moins de cette voiture autonome, alors que j'imagine qu'elle est en pensée, en parole, par action, et surtout en construction au fur et à mesure chez nos spécialistes. Je dirais que dans les congrès, on en parle toujours autant. Dans la presse aussi, puisque les expérimentations des véhicules autonomes et les flottes de véhicules autonomes, effectivement, sont dans la rue. Que ce soit en France, pas seulement en France, mais aux États-Unis, en Asie, et ainsi de suite. Et je suis sûr que Philippe Reynaud pourra en parler, puisqu'il est au cœur donc des tests. Par contre, on pourra également parler donc des difficultés, parce que évidemment, la mise au point de véhicules intelligents et fiables ne va pas de soi, et donc je pense que il y aura des choses à dire sur l'avancement. Alors la mise au point, ce que vous dites, c'est que on a vu dernièrement, notamment aux États-Unis, quelques crashs de voitures, voilà, qui, cela dit, on a envie de dire, Philippe Reynaud, on est aux prémices des prémices, quoi. Donc c'est un peu normal qu'il y ait une phase de test, entre guillemets, même si malheureusement il y a des gens qui sont morts. Oui, alors c'est tout de même anormal de considérer qu'en phase de test, on va mettre des clients finalement de tel ou tel constructeur ou de tel ou tel fournisseur de services en se disant il y a un certain pourcentage de pertes en ligne. Ça, c'est vraiment pas du tout effectivement notre approche, ni celle de la plupart des constructeurs, heureusement. C'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'il y a eu un certain refroidissement sur les annonces. Je dirais que c'est pour n'importe quelle avancée technologique, surtout celle qui a concerné l'IA. Si vous vous souvenez, il y a eu un Winter of AI qui a été manifesté. Au début, on avait énormément d'espérance. Ensuite, l'IA a presque été dénigrée la plupart du temps. Et maintenant, on est arrivé, je dirais, à une phase de maturité où on lui demande des choses raisonnables, un niveau de performance raisonnable. On se situe vraiment dans ce compromis, ce consensus. Qu'est-ce qui a poussé, et je m'adresse à vous tous, justement cette espèce de course à l'échalote de la voiture autonome et de l'intelligence artificielle ? Ronan Bars. Alors, je pense que quand on lance un projet d'intelligence artificielle, souvent les premiers pas sont assez faciles. C'est-à-dire qu'on a des premiers résultats qui excitent en fait. Et donc, on va arriver à, en imaginant l'objectif à 100%, on peut arriver à 80, 90, 95% de l'objectif, mais 95%, c'est nul par rapport à 100%. Si on est dans le domaine de la voiture autonome, si vous faites 100 km et il y a 5 km où vous avez un accident, c'est pas du tout le niveau de la performance humaine. Donc l'excitation du début, elle est liée aux premiers progrès qui sont réels, mais gagner après 1%, 0,5% devient très très difficile. Comment est-ce qu'on a pu, j'allais dire, s'exciter autant au début, alors que pour avoir longuement parlé de ce sujet et l'avoir analysé dans tous les sens, je me souviens quand même qu'on avait une voiture qui devait se déplacer en même temps que des voitures qui ne sont pas autonomes. Une voiture qui se déplaçait, qui devait connecter avec des routes où avec de la cartographie. S'ajoutaient ensuite des problèmes d'assurance en disant si jamais c'est un choc, est-ce que c'est le constructeur, est-ce que c'est le conducteur, est-ce que c'est le logiciel, est-ce que c'est l'équipementier ? C'est quand même une usine à gaz, Philippe Reynaud. C'est compliqué. Et effectivement, beaucoup de gens nous disent mais on arrive à faire des IA qui battent le champion du monde d'échecs ou de Go, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des choses aussi simples que la conduite sur la route ? Et on s'est aperçu que c'est beaucoup plus compliqué de franchir la porte maillot à 18h que de battre le champion du monde de Go. Ouais. Et ça, c'est tout de même très riche d'enseignements. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA a rendu de très grands services, a permis de faire des percées technologiques majeures dans certains domaines. Dans le domaine de la voiture autonome, eh bien,
elle touche un petit peu ses limites. Elle va apporter des choses, c'est-à-dire en 2020-2021, on va commencer à voir effectivement quelques percées technologiques, mais pas du tout celles qu'on imaginait il y a 2 ans. Le problème est beaucoup plus complexe qu'on pensait. Donc ça veut dire que la voiture autonome aboutit, c'est-à-dire stade 5, qu'on nous promettait pour 2035, c'est impossible en 2035. Alors 2035, c'est quand même extrêmement loin. Bon, je ne sais pas, il peut y avoir des game changers qui... Oui et non, enfin, c'est dans 15 ans. Vous étiez au CES il y a 2 ans, les gens annonçaient pour 2022 à peu près déjà des niveaux 4, c'est-à-dire quelque chose où il y a encore quelqu'un qui est à bord, mais enfin qui peut dormir à la limite sur le siège conducteur. Et ça, tout le monde y allait gaillardement. Aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup rabattu des ambitions là-dessus. C'est intéressant de savoir pourquoi, effectivement, le véhicule autonome challenge quelque part les limites de l'IA. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose sur lequel on n'arrive pas à faire ce qu'on arrive à faire dans d'autres domaines? Alors justement. Oui, c'est ça. C'est pourquoi, effectivement, pas en faire le tour de l'étoile, c'est beaucoup plus compliqué que de jouer au Go. Voilà, parce que tu es dans les tests, enfin, si je me souviens bien. Oui. Je vais vous donner 4 exemples concrets. On ne va pas rentrer effectivement dans des théories complexes. Première chose, quand on fait du véhicule autonome, on bute sur des problèmes de négociation de conduite. Quand vous êtes sur la place de l'Étoile ou la Porte Maillot, eh bien, vous connaissez toutes ces situations où on avance d'un petit centimètre pour gagner son centimètre. Sortir du nœud de circulation. Voilà, on se bat en fait en permanence vis-à-vis des autres. Donc on avance, on regarde ce que donnent les intentions des autres, on réagit par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué. D'abord, on travaille sur des trajectoires qui n'existent pas, ou des signaux physiques qui n'existent pas. Vous êtes sur la voie de droite d'une autoroute et vous avez une voie d'insertion. N'importe quel conducteur moyen sait qu'il y a quelqu'un qui va essayer de passer devant vous, de prendre finalement l'espace qui est devant vous. Si vous vous fiez à ce que vous disent vos capteurs, vous avez simplement quelqu'un qui roule parallèlement à vous, à droite. Et si vous vous fiez à sa trajectoire cinématique, rien ne vous dit qu'il va passer devant. Donc il faut déjà anticiper. On passe notre temps à anticiper des trajectoires qui n'existent pas, des intentions. Ça, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que vous savez qu'en IA, on a fait des percées spectaculaires comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Ça va, c'est un signal qui est extérieur à vous. Très compliqué, mais il reste extérieur à vous. Là, vous faites partie du signal. C'est un signal dynamique. Vous agissez dessus, et la décision que vous prenez à la milliseconde est interprétée en intention par les autres, et vous-même, vous devez réinterpréter leurs propres intentions. On arrive en fait au fait que la conduite, et la conduite en situation de négociation, ça devient plus un langage de manœuvre, un langage de manœuvre physique. Et on bute sur ces problèmes-là pour la même raison qu'aujourd'hui, une traduction automatique ou une compréhension de texte automatique, ça reste les limites de l'IA. Et donc, on se retrouve dans des problèmes qui ne sont plus tout à fait des sciences de l'ingénieur automobile. Il y en a encore, parce qu'on a tout de même des systèmes asservis, on a encore des systèmes de sécurité ultimes, mais mariés avec plutôt des sciences de l'information. Donc on voit débarquer chez Renault ou d'autres constructeurs énormément de data scientists. Mais sur des problèmes, aujourd'hui, qui sont les frontières de l'IA, qui sont des problèmes de pragmatique. Donc ça veut dire que on a non pas arrêté les projets, mais on les a stoppés, en tout cas on les a mis entre parenthèses. Non, on les a tout de même, on conserve un certain nombre d'ambitions. Vous disiez pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'excitation? Tout simplement pour l'enjeu. Si on regarde le PIB qui est perdu ou simplement les heures qui sont perdues par les gens dans les embouteillages sur la 86 et la 118 tous les jours. On est très parisien, hein, A86, N118, Porte-Maillot. Bon, pardon pour nos amis de province. Qui sont tout autant concernés. Enfin, en gros, dès que vous êtes effectivement sur des grandes voies de grandes agglomérations. L'enjeu est énorme. C'est-à-dire que vous avez un temps restitué, un temps regagné pour chacun qui est considérable. C'est pour ça qu'on on a beaucoup travaillé dessus. On a simplement rabattu un petit peu, réduit la voilure. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Vers fin 2020-2021, vous allez commencer à avoir des véhicules de niveau 3. Qu'est-ce que c'est que le niveau 3 ? C'est un niveau un petit peu intermédiaire. Ouais. Vous pouvez lâcher le volant, vous pouvez même quitter... Et combien de temps ? Parce que pour l'instant, c'est 8 secondes le volant. Hein. Oui, tout à fait. Donc on est... Enfin, c'est 8 secondes. Ça peut être beaucoup plus sans qu'on ne vous rappelle pas. Donc vous pouvez être hands-off, mind-off pendant quelques secondes, effectivement. Autrement dit, vous pouvez être rappelé dans l'espace de quelques secondes. Si jamais vous n'avez pas pu être rappelé, le véhicule sait se débrouiller et il vous garantit qu'il fera une manœuvre de mise en sécurité. Mais vous pouvez par exemple pendant pas mal de temps, plusieurs minutes, sur la console
de bord de votre voiture, faire vos SMS, trier vos mails, etc. par commande vocale. Par contre, vous êtes appelable et vous devez être disponible pour être appelable en quelques secondes. Mais ça, c'est le niveau 3. Ça, c'est le niveau 3. Et la responsabilité du constructeur est engagée. C'est-à-dire, c'est la barrière qui est difficile à franchir. C'est la question que je posais tout à l'heure. Juridiquement, c'est le constructeur qui est responsable si on était en mode de conduite autonome en niveau 3. Et ça, les constructeurs sont obligés de jouer le jeu. Ils ne peuvent pas dire pourquoi est-ce qu'on a décidé une telle chose. D'ailleurs, qui a décidé ça ? Aujourd'hui, ce sont des normes internationales de sécurité sur lesquelles on considère qu'à partir du niveau 3, étant donné que vous êtes eyes off, vous ne fixez plus la route. À partir de là, c'est le constructeur c'est la responsabilité du constructeur qui est engagée. Qu'est-ce qu'on dit de tout ça chez Eurodécision ? En fait, c'est vrai que dans le marché, en fait, alors nous on travaille dans le domaine depuis 30 ans. En fait, cette euphorie en fait, secoue le marché et fait rêver plein de personnes qui disent j'ai des données chez moi, je vous donne des données, ça va générer automatiquement un système qui va me trouver des choses géniales, qui va inventer des choses, etc. Donc il y a une excitation de beaucoup de personnes. Donc je pense qu'il y a eu une première phase. Alors elle commence, on voit des signes d'arrêt un peu, mais alors ça correspond à ce que vous dites sur la voiture autonome aussi, où on voit un peu cette première vague qui est passée et qui va voir, je pense, beaucoup de déceptions. Parce que finalement, ça marchote, quoi. On a trouvé des choses, mais... ça marchote, vous êtes d'accord avec ça ? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir des villes nouvelles qui vont être conçues pour accueillir les futurs véhicules autonomes, les bus autonomes, les navettes autonomes pour désengorger, etc. Et que là, c'est quelque chose qui est à la portée... me semble-t-il, c'est quelque chose que j'aurai le temps de voir un jour, enfin dans les années à venir. Il y en a déjà. C'est bien notre deuxième axe de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a un qui est de réduire considérablement le périmètre, donc on s'adapte à des contextes simples, fort trafic, faible vitesse. C'est peut-être effectivement un petit peu déceptif par rapport aux espoirs de départ, mais on assure la sécurité dessus. Donc effectivement, ça marchote du point de vue des espoirs, ça marchote pas du point de vue de la sécurité. C'est-à-dire qu'on garantit qu'il ne se passera rien effectivement pendant cette période. Et l'autre axe, c'est celui que Paul citait, plutôt que d'adapter le véhicule à n'importe quelle situation, à n'importe quel environnement, on adapte l'environnement à la voiture. En gros, les bâches de travail. Avec toute la thématique des smart cities, des environnements et de la route intelligente. C'est ça, parce qu'en fait, tant qu'on est sur une route fermée, tout va bien. C'est quand on est sur les voies de circulation que tout se... Voilà. Donc, tout se bouscule. Donc en fait, souvent, nous, on préconise à nos clients qui veulent mettre en place un système à base d'intelligence artificielle d'y aller étape par étape. Et l'idéal, et on faut être dans un contexte où la première étape va déjà donner des résultats intéressants. Si on met la barre trop haut, en fait, je reviens sur mes 95-98%, en fait, on ne va pas mettre en production parce que l'endroit où on est rendu n'est pas suffisant pour être mis en production. Donc pour nous, la première phase, quand un client vient nous voir, c'est ce qu'on appelle une phase de cadrage. Il faut discuter avec tout le monde, etc. et trouver en fait un chemin qui fera que on arrivera à faire des étapes où on pourra mettre en production les choses et en ayant en fait déjà de la valeur, bien qu'on ait fait un sous-ensemble du problème. Oui, pardon. Donc, c'est un peu l'exemple de la navette. Finalement, la navette, c'est un premier pas. En fait, on peut raisonner comme ça, pas à pas. On dit, on démarre dans un environnement... La navette autonome de la Défense, c'est ça. Sur le parvis, il y en a... Défense, Rouen, Saclay, il y a un certain nombre d'expérimentations pilotes qui fonctionnent, effectivement. Voilà. Et du coup, là, on a des choses concrètes qui marchent. Ça permet de s'appuyer sur ça, de les améliorer, et finalement, petit à petit, on ouvre l'espace. Finalement, c'est ce qui est en train d'être fait, en fait. Qui fait l'intelligence artificielle ? C'est forcément les équipementiers ou les constructeurs aussi ont une... C'est là qu'il faut avoir l'esprit ouvert. C'est nouveau pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compétences en intelligence artificielle chez les constructeurs automobiles au départ. On est en train de s'en doter. Peut-être historiquement, c'est-à-dire par hasard, vous pouviez avoir quelqu'un qui avait une bonne culture en data science. C'est le cas chez nous. Il y a des gens qui connaissent quand même assez bien le domaine. Je me souviens de la Renault 25 qui parlait.
Oui. Vous avez des talents, effectivement, qui sont inattendus. Vous en trouvez toujours dans l'entreprise. Niveau de carburant, 0. Oui, mais ça, c'est pas de l'intelligence, c'est un automate. Ah oui, Tout à mais fait. en 1984, monsieur, on parlait d'intelligence parce que... Après, on a des atouts. En France ou à l'international, on a un institut comme l'INRIA, qui est revenu beaucoup, par exemple, dans le rapport Villani, qui est un institut qui a tout de même des compétences reconnues au niveau mondial. Ça peut être un game changer par rapport à des gens qui sont plus en avance que nous. Pour conclure, cette intelligence artificielle, on est bien d'accord qu'il n'y a personne qui, au nom de la sécurité, au nom peut-être aussi à un moment donné de la finance, des coûts de production de tels databases, personne ne va venir un jour dire « stop, on arrête le projet de la voiture autonome ». Là, j'y crois pas du tout, parce qu'il n'y a pas que des enjeux de sécurité, de désengagement des villes, d'autopartage et autres, qui font que, comme les besoins sont là... On peut désengorger les villes sans produire de voitures intelligentes, de voitures autonomes. On peut très bien interdire le centre-ville aux voitures. Ça a été fait dans plusieurs villes de Suisse. Je peux vous... Je cite la ville de Zurich que je connais bien, où pour aller d'un point A à un point B en tram, vous faites 1 km, et la même distance en voiture, il faut en faire 10, parce qu'on fait exprès de vous faire passer par tout un tas de... Voilà. Donc on ne vous interdit pas de circuler, mais finalement, tout le monde se rend compte que... Voilà. Donc on peut lutter autrement contre le désengorgement de villes. Tout à fait. C'est pour ça que c'est plus le temps regagné aujourd'hui qui est un petit peu l'enjeu, même si la voiture autonome, ça permet aussi de faire des avancées en désengorgement. Mais ce ne sont pas les seuls, vous avez raison. Donc un arrêt complet, non. Je pense qu'on continuera toujours d'avoir des projets. Il y a des projets pilotes qui fonctionnent. Il paraît que les Chinois vont très très vite. Oui. Donc, avec les GAFA aussi, Google et autres. Et donc... je ne sais pas si on peut se permettre de ralentir en Europe là-dessus. D'après mes sources d'information, on pourrait voir les premières smart cities autonomes J'aime bien en votre Chine. expression, on ne peut pas se permettre. Bon, on la retiendra. Je ne sais pas. On Mais peut pas c'est se mon permettre. sentiment. Bon, non, Bart, est-ce qu'on peut se permettre? On peut se le permettre, mais voilà. J'avais l'impression que les Chinois allaient être très, très rapides dans l'expérimentation à grande échelle dans des villes. Est-ce confirmé? On embarque. Alors moi honnêtement j'ai du mal à répondre à la question parce que je suis pas assez expert. Par contre toujours dans la complexité on avance et on découvre des complexités. Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres complexités? Enfin c'est les fameux donc peut-être qu'il y a d'autres complexités qui vont apparaître quand on aura franchi les étapes. Donc il y a différentes visions. Il y a des personnes qui disent on en est très très loin. Moi j'entends des gens qui disent on n'y arrivera pas. Puis il y a des gens qui disent mais non, vous voyez les Chinois dans 3 ans ils y sont quoi. Voilà. Donc il y a pas mal de messages. Mais alors ça, c'est parce que les Chinois ils sont dans 3 ans qu'il faut qu'on suive le mouvement? Ah non mais c'est peut-être du bluff. Je pense que dans ce jeu il y a aussi du bluff, des gens qui disent qu'ils sont pas loin alors qu'ils sont plus loin qu'ils ne le sont. Enfin on voit bien dans la communication. Alors je confirme tout de même que la Chine a une très grosse avancée là-dessus, même si vous regardez la mission Villani, qui a tout de même réuni de très très bons experts là-dessus. Aujourd'hui, le seul concurrent que les États-Unis considèrent comme sérieux en IA vis-à-vis d'eux, ce sont les Chinois. Ils parlent à peine de l'Europe, pas les Français et pas l'Europe non plus. On aurait pourtant des atouts à faire valoir, effectivement. On a des instituts de premier ordre, encore faut-il savoir s'en servir. Mais c'est vrai que la Chine a une avancée, alors pas forcément en conduite autonome, mais sur l'IA en général. Ils sont très très forts en machine learning. Est-ce que ça signifie qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, de s'en désengager? Je ne suis pas sûr. En revanche, ça veut dire qu'il faut quand même garder un fer au feu. Un fer au feu, on le garde et on y croit à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Mobility TV.